Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. On se retrouve de nouveau pour mon tour quotidien d'actu. Comme d'habitude, il se passe beaucoup de choses et j'ai dû faire un tri. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet en parlant de OnePlus qui a présenté hier son nouveau smartphone haut de gamme. Il était tout seul comme on pouvait s'en douter. Il n'y a pas de 8T Pro qui a été présenté. On pourrait même qualifier ce 8T de smartphone un petit peu qui nage un petit peu au milieu du OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. D'ailleurs, même les premiers tests ont été publiés en même temps que l'officialisation du smartphone et il y a eu énormément de bons retours sur cet appareil, même si finalement il y a assez peu d'évolution par rapport à la gamme qui est sortie un peu plus tôt cette année. D'ailleurs, la plupart des nouveautés logicielles qu'a présenté OnePlus, notamment le mode portrait en mode vidéo ou encore le mode nuit également en vidéo, a également été intégré aux autres OnePlus sortis plus tôt cette année. Donc on peut dire que du point de vue logiciel, qualité photo, etc., il n'y a pas de réelle progression avec ce 8T. Là où il marque une vraie différence, c'est au niveau de sa charge rapide, puisqu'il dispose donc d'une charge rapide de 65 watts, comme j'ai déjà mentionné à nombreuses reprises lors des différents leaks qu'il y a eu ces dernières semaines. On connaissait également déjà tout son design. Il y avait toujours un petit doute au sujet de son prix. Au niveau du prix, il est question de 599 € pour le modèle 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et 699 € pour le modèle avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. On avait également une idée déjà des coloris qui sont donc argent lunaire et vert aquamarine. Le smartphone sera disponible dans toutes les bonnes crèmeries à partir du 20 octobre. Qu'est-ce que vous pensez de ce OnePlus 8T? Est-ce que vous allez l'acheter? OnePlus n'a pas seulement présenté un smartphone, la marque a en effet lancé de nouveaux types d'écouteurs Bluetooth, les OnePlus Buds Z. Ces derniers disposent de drivers de 10 mm et se montrent compatibles avec une stéréo 3D et Dolby Atmos. Ils prendront également en charge le SBC et le AAC. La latence annoncée par OnePlus est de 103 millisecondes. La branche indienne de OnePlus en a également profité pour annoncer sur Twitter que la marque préparait l'arrivée de sa OnePlus Watch, donc sa montre connectée, et on sait déjà que la forme sera circulaire. Il y a déjà eu pas mal de bruit de couloir à ce sujet-là. Il se pourrait peut-être même que la OnePlus Watch soit assez similaire à la Vivo Watch qui est sortie il n'y a pas si longtemps. Vu que les deux sociétés font partie du même groupe, ce n'est pas vraiment un grand étonnement. Ça y est, Huawei commence sa campagne de teasing au sujet de son futur smartphone haut de gamme, le Huawei Mate 40. C'est sans doute l'un de ses points les plus forts qui est mis en avant, la photo. Mais qu'est-ce que nous montre exactement ce teasing? Je vais vous en parler. C'est sur le réseau social chinois Weibo que ce mystérieux cliché a été publié par Huawei. On voit donc un appareil photo qui dispose 5 capteurs dans une forme hexagonale. Le smartphone est un peu caché sur cette image, il est totalement dans l'ombre, on voit juste quelques lueurs sur le bas du smartphone. Mais ça nous donne déjà une petite idée de son design. L'image a été un petit peu retravaillée par un leaker pour avoir en fait quelques indications sur ce qui est en train de se préparer. Certaines rumeurs affirment que ce smartphone bénéficierait d'un capteur photo principal de 108 mégapixels comme on en trouve souvent chez Xiaomi. Aussi imaginer, parce que là on n'a aucune information là-dessus, qu'il pourrait également y avoir un téléobjectif, un ultra grand angle. Le reste, ce n'est que mystère. Concernant le reste de la fiche technique, j'en ai parlé récemment puisqu'on a déjà pu apercevoir certaines caractéristiques de ce smartphone, en tout cas du Mate 40 Pro, grâce au benchmark AnTuTu, qui nous a révélé que ce smartphone bénéficierait d'un écran à un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Aussi question du Kirin 1000, qui jouit d'ailleurs d'une grosse puissance. On ne tardera pas à tout savoir sur la nouvelle gamme de smartphones que prépare Huawei, puisqu'une conférence est organisée le 22 octobre. Ça va, c'est dans pas très longtemps, on pourra attendre. Je continue en parlant d'Amazfit qui vient tout juste là de dévoiler son BeepU, une nouvelle montre connectée abordable, taillé pour les sportifs. De quoi il retourne exactement? Je vais vous en parler. Cette montre offrirait jusqu'à 9 jours d'autonomie en une seule charge complète et propose notamment des fonctions de suivi du sommeil et également du tracking d'activité avec la notion de PAI que j'avais déjà abordé lors du test du Xiaomi Mi Band 5. L'écran est ici de forme carrée. En termes du design, cette montre connectée me semble assez quelconque. L'écran est de 1,43 pouces
et bénéficie d'une définition de 302 par 302 pixels, recouvert par un verre 2,5D. Amazfit parle notamment d'un revêtement anti-empreinte. La batterie d'une capacité de 230 mAh. La montre se connecte au smartphone par le biais du Bluetooth 5. Elle est résistante à l'eau, 5 ATM. L'application disponible sur Android et iOS permettra notamment de personnaliser la montre. 50 cadrans seront à télécharger sur l'application d'Amazfit. Bien entendu, le cadran permettra d'afficher toutes les informations pertinentes et traditionnelles qu'on a l'habitude de retrouver sur ce type d'appareil, telles l'heure, la météo, la fréquence cardiaque, etc. Amazfit parle de traquer 60 activités différentes. Il y a également un capteur SpO2 pour mesurer le taux d'oxygène dans le sang. Concernant la mesure de la fréquence cardiaque, Amazfit insiste sur un point. Cette montre connectée bénéficie d'un capteur optique biologique exclusif, BioTracker PPG. Ce produit a été lancé pour moins de 50 €. Pour l'instant, il n'est question qu'une disponibilité en Inde. Bon, j'imagine que comme souvent avec Amazfit, ce produit sera disponible rapidement chez nous également. J'aurai bien entendu l'occasion très bientôt de reparler d'Amazfit à l'occasion d'un test d'un de leurs produits. J'en avais d'ailleurs parlé lors d'une précédente vidéo. Elle devrait sortir normalement sur ma chaîne d'ici à peu près une quinzaine de jours. Je poursuis maintenant avec une information qui concerne un peu plus le milieu du jeu vidéo, mais je la trouvais particulièrement intéressante parce que un accord comme celui qui vient d'être signé entre GameStop et Microsoft, j'avais jamais rien vu de tel auparavant et je trouvais justement cet accord assez bénéfique, notamment pour les magasins physiques qui pouvaient voir un petit peu les nouvelles consoles next-gen comme une menace. Je parle surtout des éditions digitales, que ce soit donc la Xbox Series S ou encore la PlayStation 5 édition digitale. Bon, même si pour l'instant cet accord ne concerne que Microsoft. Il ne concerne pas Sony, pas d'accord pour l'instant qui a été prévu, qui soit en tout cas similaire. Alors, je vais être un peu trop loin là. Je vais peut-être d'abord commencer par le début. Quelle est justement la nature du contrat qui vient d'être signé? D'ailleurs, qui est GameStop? On va peut-être commencer par là. Alors GameStop, c'est un petit peu le Micromania des États-Unis, donc des magasins dédiés aux jeux vidéo. GameStop a d'ailleurs racheté Micromania en 2008. L'accord qui a été signé entre GameStop et Microsoft prévoit plusieurs choses et la plus importante est certainement celle qui parle de toucher une commission sur la vente de jeux provenant du store de la Xbox. Donc je prends un exemple, si un acheteur se rend chez GameStop, achète sa Xbox auprès de cette enseigne, la ramène chez lui, télécharge des jeux sur le store officiel de Microsoft, un pourcentage de chacun de ces jeux sera reversé à GameStop. Un accord qui est particulièrement intéressant, puisque comme j'avais dit avant, les magasins physiques pouvaient voir un petit peu comme une menace l'arrivée de ces consoles qui se passent justement de magasins. Même si, sans doute, encore beaucoup d'utilisateurs vont acheter des jeux physiques, il n'est pas sûr que dans les prochaines années, ce soit encore beaucoup le cas. Donc cet arrangement financier va permettre à GameStop, et donc probablement j'imagine aussi à Micromania, de pouvoir un petit peu plus pérenniser leur activité en touchant donc à chaque fois un pourcentage sur la revente de tous les jeux dématérialisés, et ça je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Ça évitera donc de mettre un secteur entier en péril. Il y a également un accord autour d'autres produits Microsoft sur lesquels je ne vais pas revenir, je trouvais ça moins intéressant, notamment sur ce qui concerne Office, etc. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de me soutenir en lâchant un gros pouce en l'air et en vous abonnant à ma chaîne YouTube. Les liens pour me suivre à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent sont juste en bas dans la description. Pour ma part, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à demain 19 h pour mon nouveau tour d'actu. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.